dans les quartiers pour donner un ordre de grandeur. Et puis, il est clair que les familles où il y a des enfants et les familles où on a dû télétravailler sont celles qui ont été le plus en difficulté pour des tas de raisons, évidemment, de vie quotidienne. Mais quand même, la moitié des gens l'ont bien vécu, il ne faut jamais l'oublier. Donc ça, c'est un peu la toile de fond. Mais après, je crois que c'est une rupture dont on n'a pas encore conscience, une rupture historique absolument gigantesque, qui va amener des conséquences pas forcément positives, mais c'est une rupture du niveau des guerres mondiales. Je veux dire, c'est un traumatisme à la fois dans la vie individuelle, dans la vie intime, dans la vie des couples, et puis c'est un traumatisme collectif par rapport à un système de valeurs. Ça ne veut pas dire que les choses vont changer. Vous voyez, moi je travaille beaucoup sur le tourisme, là j'ai consulté, hier j'étais en Bretagne, avant-hier j'étais en pays d'Arcachon, etc. Il va y avoir des phénomènes, en gros il va y avoir, je pense, des signaux forts qui vont devenir plus faibles. Bon, on peut dire ça comme de manière générale. C'est vrai qu'on parle beaucoup du vélo, etc. Il va y avoir des contre-signes, une augmentation de la pression sur la voiture, un recul des transports souterrains, ça on voit très bien, des transports collectifs. Donc là, il va y avoir des phénomènes très contradictoires. En gros, les gens vont se protéger partout, que ce soit le masque, la marche à pied, le vélo, la voiture, le transport collectif quand on voit le bus ou le tram avant de monter dedans, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'est pas bondé, sinon on ne monte pas. Donc là, au fond, on peut être acteur de son autonomie. Et je rappelle que le vélo, c'est quand même compliqué parce que les gens respirent fort et que donc, si on se suit trop près en vélo, c'est un lieu de forte densité de contamination. Donc ça, c'est tout ça. Mais donc, ça ne va pas tout dans le même sens. Après, je pense que les gens, on va tous avoir une envie de radicalité, de rapidité dans la réponse publique et ça va être très compliqué. Parce qu'au fond, quand on va sortir de là, un peu, puis lentement, on va se dire au fond, pourquoi on a vécu ça et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Donc, il y a une demande de radicalité qui peut être aussi bien favorable à des extrémismes qui vont faire des discours en disant que c'est facile, il faut tout changer, tous les idiots qui étaient au pouvoir n'ont rien fait, ou les autres, ou des demandes de mesures radicales, c'est-à-dire évidemment visibles. Bon, la radicalité n'est pas forcément dans les extrémismes politiques, elle peut être dans la clarté des décisions publiques, mais c'est difficile, on est dans un pays qui est généralement conflictuel, où chacun effectivement est convaincu que l'autre a tort, donc ce n'est pas extrêmement facile de faire ça. Mais à mon avis, c'est un peu ça la toile de fond. Alors, et après, il y a des entrées différentes. Je pense que sur l'espace public, moi, ce qui me frappe dans toutes les villes touristiques, c'est qu'ils travaillent sur quel type d'hypothèse. Évidemment, agrandissement des terrasses, des bars et des restaurants immédiatement. Évidemment, élargissement des trottoirs. Évidemment, développement des vélos. Évidemment, développement massif des parkings. Parce qu'il va y avoir une augmentation des véhicules, y compris à l'intérieur des villes. Donc ça, c'est des questions qu'on trouve partout. Il y a une deuxième question qu'on va trouver partout, c'est l'augmentation des tensions entre les générations. Parce que là, les jeunes ont été vraiment parfaits, mais quand ils vont arriver sur le marché du travail en septembre et qu'il y en a 600 000 qui vont se retrouver au chômage, ça ne va pas être commode. Et les anciens se sont quand même sentis maltraités dans les maisons de retraite et complètement isolés de leur structure familiale traditionnelle. Donc ça va nous poser des problèmes de tension générationnelle difficiles. Est-ce qu'on va réglementer, par exemple, les vacances par génération ? Est-ce qu'on va dire juillet, c'est pour les plus de 65 ans ou c'est pour les moins ? Est-ce qu'on va décider la fin des serviettes sur les plages, ce qui est en train de se négocier en Bretagne, par exemple. En Bretagne, ils travaillent sur le concept de plage dynamique. On peut se baigner, on peut courir, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas s'installer. Donc, il n'y a pas de stabilité. Ce n'est pas une population stable. On ne remet pas sa place. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va être fait. Je pense que ça sera souvent décidé localement. Mais il y a tout ça qui va, à mon avis, fonctionner. Et puis après, il y a une chose qui me semble importante partout. Les gens travaillent sur l'idée comment on affiche sa solidarité. Alors, par exemple, le président Muselier a pris quelques mesures que je trouve bien. Par exemple, il a mis 10 millions pour créer un fonds pour des chèques vacances pour, j'allais dire, les petites mains de la ville, qu'on a vu, toutes les serveuses, les gens dans les supermarchés, les éboueurs, etc., leur donner un chèque vacances de 500 € à consommer. Je crois que c'est du coup la mesure. Moi, j'en ai rediscuté en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne, ça semble intéressant. Donc, si vous voulez, comment on va donner le sentiment que ceux qui n'ont pas été en première ligne ne sont pas les planqués de l'arrière, mais sont solidaires des autres. Alors, bien sûr, si les gens sont restés confinés, c'est d'abord par peur, mais aussi par solidarité. Je veux dire que quelque part, être confiné, ne pas sortir, a été un acte politique citoyen engagé. D'ailleurs, qui était souvent plus fort dans les quartiers populaires. Et Renaud disait ce matin dans la Provence que les bourgeois sont les premiers qui sont ressortis. C'est à Paris, j'ai donné quelques coups de fil ce matin, c'est exactement la même chose. Comme toujours, les plus solidaires, c'est les plus pauvres. Il ne faut jamais l'oublier, y compris parce que dans les quartiers populaires, il y a souvent des vieilles mamies qui font que les jeunes qu'on trouve un peu imprévisibles, quand ils pensent protection des anciens, c'est très concret, c'est la vieille dame qui est dans l'appartement. Donc il y a tout ça qui joue et qui bouscule les choses. Voilà. Moi, je peux dire ça un peu en entrée, mais donc, vous voyez, ça va être contradictoire. Ce matin, je discutais avec Luc Châtel, qui est le président des constructeurs automobiles, et effectivement, un des grands sujets, c'est ça. Est-ce que l'enjeu, c'est
plus de voitures écologiques, alors qu'on était parti sur un peu moins de voitures. Je pense que dans les années qui viennent, ça va être plus de voitures écologiques. Je pense que les investissements publics dans les transports collectifs souterrains sont sans doute moins d'actualité. Donc ça aussi, ça va être des enjeux. Alors, comment on va faire? Mais je pense que la pression va être extrêmement puissante. Je veux dire, surtout si on ne trouve pas de solution au virus, parce que les gens vont s'habituer. Après, sur la question du télétravail, au fond, il y a eu 3 mondes du travail dans cette crise. Il y a ceux qui ne sont pas allés travailler. C'est souvent le monde de la production. Ils commencent à y retourner. Bon. Il y a ceux qui sont en télétravail. C'est souvent l'encadrement. Il y a 5% des ouvriers, 60% des cadres. Ceux-là, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur le maire. Je pense qu'il faudrait arriver à ce qu'il reste à terme en télétravail au moins 2 jours par semaine et qu'on le pense comme ça. Et qu'au fond, la règle, dans ces postes de travail, ça on vient au bureau 2 ou 3 fois par semaine. Il y a des dizaines de milliers de gens qui le font déjà, mais c'est un signe fort en développement. Après, il y a toutes les populations qui sont allées travailler, qui sont les populations souvent modestes, qui effectivement sont celles qui sont allées, qui ont pris plus de risques, et qui au fond, eux, leur vrai problème, c'est la distance entre le domicile et le travail. Ce qui nous renvoie à une question sur le logement social, c'est est-ce que le logement social doit continuer à être d'abord en fonction du revenu, ou est-ce que la proximité avec l'emploi n'est pas un enjeu aussi important? Deuxième question, le logement social, est-ce qu'il n'est pas essentiel d'autoriser les familles à ramener leurs personnes âgées à l'intérieur des mêmes bâtiments? Ça fait des années que je dis ça dans tous les congrès de HLM, le droit des milieux populaires à être proche dans le bâtiment me semble essentiel. Les gens aisés le font tout le temps. Ils déplacent leurs vieux, si j'ose dire, pour les avoir à 200 mètres, pour aller les voir tous les jours. Dans le HLM, chaque fois que je dis ça, on me dit « Jean, tu veux faire du groupement communautaire ?» Non, je pense qu'on a vu là ce que c'est que le politique des EHPAD. Et je pense qu'une grande partie des gens ne veulent pas y aller. Ils voudront encore moins y aller demain. Qu'est-ce qu'ils voudront? Ils voudront avoir leurs parents pas loin pour pouvoir passer les voir tous les jours et leur amener le pain. Donc, je pense que là, il y a une vraie réflexion aussi sur c'est quoi le social en termes spatial et en termes familial. Je pense que c'est un grand enjeu. Voilà. Écoutez, moi, je peux dire comme ça, on reviendra sur différents sujets, mais je pense que l'aménagement brutal de l'espace urbain, c'est-à-dire autoriser les restaurants à prendre de la surface sur la rue, parce que la seule façon de faire tourner les restaurants, c'est d'une part d'agrandir les terrasses. Deuxièmement, c'est de les autoriser à faire de la vente à emporter, et donc qu'ils se réorganisent pour qu'on ne rentre pas dans le restaurant pour faire de la vente à emporter. Et la troisième chose, c'est qu'ils vendent du frais. Dans zone touristique, un des grands enjeux, ça va être les restaurants qui vont faire des sacs de frais, parce que évidemment, les gens n'ont pas forcément envie, ils ont envie de partir avec leur sac et d'aller le manger. C'est la même chose pour les écoles, par exemple, qui sont en train de travailler sur le même concept. En termes de la restauration, c'est un enjeu majeur, et les bars aussi. Donc, est-ce qu'on va prendre des décisions sans que ça prenne 6 mois? Les gens, si la question, c'est est-ce qu'ils vont avoir le sentiment qu'avant l'été, il y a des choses qui se voient, qui sont provisoires, qui ne sont pas définitives, qui permettent de transgresser les règles d'occupation de l'espace public. Mais je pense qu'il y aura des demandes, surtout dans une région touristique comme la nôtre. C'est un enjeu absolument majeur. On estime que 20 à 25% des entreprises du tourisme vont faire faillite. C'est les estimations du Crédoc, notamment évidemment les restaurants et les bars. Donc, je veux dire, là, on est face à une risque de destruction d'entreprises, de compétences, d'emplois, etc., qui est rapide et qui est considérable. Alors, c'est vrai qu'on a prêté de l'argent. Et alors, j'espère qu'on va annuler les dettes qu'on a fait aux hôtels-restaurants. Ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas récupérer demain les repas qui n'ont pas été mangés hier. Ce n'est pas la même chose quand on fabrique des objets. On peut toujours espérer que les gens achètent une voiture 6 mois après avoir fait l'achat. Donc là, on a un vrai problème. C'est la même chose dans la culture. Les grandes compagnies culturelles qui n'ont pas fait de spectacle, voilà, comment est-ce qu'on fait? Soit on apure leurs dettes, c'est en discussion en ce moment, mais là on a 2 secteurs économiques qui sont évidemment centraux dans notre ville, et ces 2 secteurs économiques, et la question pour eux, c'est est-ce qu'on transforme les prêts en subventions ou est-ce qu'ils vont faire faillite? C'est une question majeure pour une partie d'entre eux, pas pour tous. Et en même temps, pas naïf, il y a d'autres qui disent on va en profiter. Voilà. Donc, vous partez quand même du principe que donc, cette épidémie, même si elle disparaît, aura des conséquences très durables dans la façon dont les Français font des loisirs, vivent la ville, etc. Même si l'épidémie disparaît, ma question, c'est comment refaire une ville dans ces conditions, une ville qui est d'habitude un lieu de rassemblement, un lieu de collectif, un lieu de partage. Est-ce que cette notion-là, on l'abandonne demain? Non, mais je veux dire, c'est toujours pareil. Je veux dire, d'abord, rien ne change. Je veux dire, d'abord, rien ne change. C'est-à-dire que l'essentiel des choses demain seront celles qui étaient là hier. Bon. Et donc, d'abord ça. Et puis après, il y a des évolutions très fortes. Bon. Mais les évolutions très fortes, elles vont changer sur un certain nombre, ça je dis, sur l'espace public. Par exemple, on était tous avec le sentiment, moi je trouvais qu'on exagérait le recul de la voiture. Je n'ai jamais été partisan de ce discours anti-voiture qui me fatigue, parce que je pense que la voiture est un outil qui fait que 70% des gens partent travailler en voiture. Et si on l'avait compris, on n'aurait pas eu la crise des Gilets jaunes. Donc je veux dire, il y a un discours urbain sur le vélo, etc., que j'aime beaucoup, mais qui est un discours de minorité jeune,
urbaine, bobo, centre-ville. Bon, et qui, effectivement, à un moment, doit penser l'ensemble des milieux sociaux, l'ensemble des populations, et qui doit intégrer la question de la pente. Parce que vous voyez, quand on est dans certains quartiers populaires des quartiers nord, le vélo est un objet idéal pour descendre, c'est plus compliqué pour remonter. Donc, il faut pas, il faut offrir la ville aux bobos urbains. Il faut faire extrêmement attention. Comme on a offert les parcs. Moi, j'habite dans un parc naturel. Quand j'étais petit, il y avait plein de monde en haut parce qu'on avait toujours quelqu'un qui montait en bagnole les courses et les vieilles personnes. Maintenant, c'est interdit. Résultat, il n'y a plus personne. Parce qu'il faut être capable de monter sur la montagne à pied, avec les enfants sur le dos, les paquets. Donc, c'est un groupe social. Il faut refaire un espace pour tout le monde. Bon. Et ça, on avait déjà fait à Marseille. On a fait des choses pour ça. Je veux dire, moi, je me suis battu évidemment pour la piétonisation du Vieux-Port. On n'est plus plusieurs aujourd'hui. Mais je veux dire, donc ça, il faut se dire des choses comme ça. Mais il ne faut pas mélanger le très court terme où les gens vont avoir le sentiment, notamment que si les restaurateurs, tout ça, font faillite, ça va faire une crise sociale. Et derrière, la crise du chômage qui va monter. Il y aura une crise du chômage, il ne faut pas rêver. De quelle violence? Je n'en sais rien. Mais il est clair qu'elle va être violente. Donc, il faut donner le sentiment que la puissance publique a réagi rapidement, alors que d'habitude, c'est toujours compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire des choses de l'ordre de l'exceptionnel. Il y a des pays où on a autorisé les restaurateurs et les bars à mettre des tables dans les rues. On leur a dit, débrouillez-vous. L'espace public est open. On verra plus tard. Mettez des caisses et puis installez-vous. C'est-à-dire, d'abord, on sauve les entreprises. D'abord, on sauve les emplois. Et puis après, on va voir. Alors, on a des problèmes de légalité, je suis d'accord. Mais vous voyez, je pense qu'il faut penser un petit peu les choses comme ça. Et l'économie touristique à Marseille, c'est vachement important, y compris l'économie touristique au black. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la réglementation, c'est comment les gens se font du cash. Et là, dans les quartiers, excusez-moi, mais il n'y a pas eu beaucoup de blacks depuis 2 mois. Et on n'a pas pu faire le chômage technique pour les blacks. Enfin, pas pour les blacks, pour les gens qui travaillent au black. Donc là, il va y avoir un manque de cash absolument épouvantable. Et donc, c'est pour ça que c'est un des sujets importants. Merci pour cette intervention. On reviendra à vous tout à l'heure pour des questions, je pense, nombreuses.